professeur Vanier en oncohématologie pédiatrique depuis 3 mois. Je vais me présenter rapidement à vous. Donc, je suis infirmière de formation, diplômée en 77. Ensuite, j'ai travaillé dans un service de rééducation. Ensuite, j'ai été formatrice en IFSI, en école d'infirmière, puis en école de cadre, puisque dans notre filière, nous avons des cadres infirmiers pour être soit formateurs en IFSI, soit surveillants ou cadres infirmiers en secteur de soins. Ensuite, j'ai travaillé dans différents services d'orthopédie, de dermatologie, de pneumologie, et j'ai été cadre supérieur de pôle d'activité, puisque l'organisation hospitalière maintenant en France a regroupé les services en pôles d'activité. Donc ces pôles d'activité médicaux ou médico-techniques. Vous me poserez des questions si vous voulez que je vous précise les choses. Donc médicaux, j'étais responsable du pôle orthopédie, dermatologie, rhumatologie. Et les pôles médico-techniques, c'était les secteurs que l'on appelle chez nous médico-techniques, c'est-à-dire réanimation, anesthésie, SAMU et la chirurgie ambulatoire. Ensuite, j'ai eu une mission aussi transversale à la direction des soins, puisque j'ai organisé avec la direction des soins des nouveaux services. Il y a aussi des restructurations chez nous régulièrement, et donc j'ai été chargée des restructurations dans certains services, pour lesquels on a fermé des lits ou modifié des organisations. Voilà, donc je suis actuellement en hémato-oncopédiatrique, où je suis chargée, entre autres, de travailler avec l'équipe pour réorganiser aussi, en quelque sorte, la prise en charge des patients, de façon à ce que les infirmières et les aides-soignantes soient les plus compétentes possibles, puisque ce sont des secteurs extrêmement spécialisés. Donc j'ai quelques diapositives sur l'organisation des soins chez nous. Donc nous avons le chef des paramédicaux. Le chef s'appelle le coordonnateur général des soins. Il est assisté par des directeurs des soins. Alors eux ont une formation à l'ENSP, qui est l'école des hautes études en santé publique. École nationale des hautes études en santé publique. Et au niveau des secteurs de soins, nous avons le cadre supérieur de pôle. Donc chez nous, nous avons 11 pôles d'activité. Et ils sont assistés, ces cadres supérieurs de pôle, qui ont de plus en plus une fonction administrative quand même, et de gestion. Ils sont assistés par des cadres supérieurs de service ou des cadres supérieurs qui ont des missions transversales, par exemple auprès de la direction des soins, ou à la formation continue, ou éventuellement à la qualité. Et nous avons ensuite des cadres d'unité de soins qui, eux, sont vraiment à la proximité des équipes. La direction des soins, chez nous, comprend les différents métiers que je vous ai indiqués. Au niveau des soins, sont les infirmiers, les aides-soignantes, les auxiliaires de puère, les puéricultrices, toutes les formations aussi spécialisées, IAD, IBOD. En rééducation, nous avons les masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, tous les métiers de la rééducation, orthophonistes, psychomotriciens. Les fonctions d'appareillage, opticien, lunetier. Alors à l'hôpital nous n'en avons pas, mais malgré tout, si nous étions amenés à avoir certains secteurs de ce type, parce que l'hôpital bouge beaucoup et il se peut qu'on puisse avoir certains métiers de ce type. Les prothésistes dentaires, on a un secteur dentaire de dentisterie à l'hôpital, donc nous avons des prothésistes dentaires, des orthésistes. Toutes les métiers médico-techniques, d'assistance médico-technique, c'est-à-dire les ambulanciers, les préparateurs en pharmacie, les techniciens d'analyse médicale, et les métiers de la diététique, les diététiciens nutritionnistes. Si vous souhaitez m'arrêter, n'hésitez pas. Alors, mon propos, c'était entre autres de vous présenter l'organisation des soins en cancérologie pédiatrique
Je pense qu'ici aussi, mais toutes les organisations sont basées sur des références législatives. Et donc, pour ce qui concerne la cancérologie pédiatrique, il y a une circulaire qui est fondamentale, qui est la base de l'organisation des soins en cancérologie, qui date de 2004, la DHOS, qui vient de changer de nom, qui a changé de nom en 2010, qui s'appelle la Direction Générale de l'Offre de Soins, et qui s'appelait avant la Direction de l'Hospitalisation et de l'Organisation des Soins. Donc c'est une nuance qui est assez intéressante, puisque maintenant on parle d'offre de soins, qui est quelque chose de beaucoup plus général que l'organisation des soins. Alors, la cancérologie pédiatrique implique trois aspects importants, puisqu'elle fait partie, dans notre jargon, j'ai envie de dire, on parle de maladies rares pour la cancérologie pédiatrique, qui est pour notre nation un enjeu de santé publique. C'est aussi une spécificité médicale forte, dans la mesure où c'est une triple spécialité. C'est une spécialité de pédiatrie, une spécialité d'oncologie et une spécialité d'hématologie. Ce sont vraiment trois domaines qui sont très particuliers. D'ailleurs, que la formation n'aborde pas. Parce que la formation en cancérologie est une formation très générale, mais n'évoque pas du tout la spécialité en pédiatrie, la cancérologie en pédiatrie, et concerne très très peu l'hématologie. Et ce qui est très très important aussi, c'est que comme nous sommes auprès d'enfants qui sont des mineurs, la place des parents et des associations de parents est vraiment essentielle. Nous ne pouvons pas travailler sans eux. L'organisation de la cancérologie, alors j'ai envie de dire générale et pédiatrique, se situe à deux niveaux. Au niveau de l'organisation des soins, au niveau régional, je pense que vous avez aussi vu des régions donc là ce sont les régions sanitaires, et donc ce sont des réseaux centrés sur l'organisation de la continuité des soins, c'est-à-dire que vous avez un CHU, en général qui est l'établissement de référence, des hôpitaux généraux, pour lequel le CHU sera la référence médicale, et aussi des structures de soins plus périphériques, et les libéraux. Depuis quelque temps, ou il y a quelques années, nous parlions d'organisation hospitalière. Maintenant, on parle d'organisation des soins en général qui inclut privés et libéraux. Alors là, ça a des conséquences très importantes à notre niveau. Et une organisation interrégionale, donc je dis bien c'est pour la cancérologie, c'est-à-dire que nous fonctionnons en associant plusieurs régions et plusieurs CHU. Et donc nous avons actuellement un regroupement qui s'appelle le G4, un regroupement de 4 CHU, Rouen, c'est pas poli, je commence par le nôtre, mais quand même, Lille, Amiens et Caen. Et donc les différents établissements, et M. Vanier en parlera mieux que moi dans le domaine de l'organisation de la cancérologie, mais les différents établissements vont peu à peu, et ont commencé, à se spécialiser dans certains domaines. Ils deviennent des établissements de référence en termes de spécialité. Alors, là, je vous présente rapidement les principes pour organiser les soins en cancérologie, c'est-à-dire que ce sont des obligations. Nous sommes obligés de travailler dans le cadre plutôt d'un exercice pluridisciplinaire, c'est-à-dire que les décisions thérapeutiques ne sont pas prises dans un secteur unique. C'est-à-dire que les dossiers sont présentés en ce qu'on appelle RCP, c'est-à-dire en réunion de concertation pluridisciplinaire. Ils sont discutés et des décisions thérapeutiques sont prises en commun. Donc là aussi, M. Vanier précisera éventuellement les choses. Donc, ce qui est aussi très important, c'est que la prise en charge et le suivi s'appuient sur des protocoles qui sont validés collectivement, qui sont des protocoles nationaux, mais aussi internationaux.
Il y a aussi une notion qui est très importante, c'est le dispositif d'annonce. C'est-à-dire que tout patient ou enfant atteint d'un cancer doit en être informé. Et c'est une pathologie qu'on ne déclare pas comme ça. C'est-à-dire qu'on n'informe pas le patient ou sa famille ou un enfant qu'il est atteint de cancer, avec tout ce que ça implique. Donc il y a une obligation de réaliser un entretien, d'abord médical, mais aussi paramédical. Et la plupart du temps, ce sont les infirmiers qui prennent la suite de l'information médicale qui est donnée. Et nous avons un délai de 72 heures pour reprendre les éléments avec les équipes pour justement donner des informations complémentaires. Vous m'entendez mieux ? Merci. C'est bien. Nous avons aussi une obligation de mettre en place ce que l'on appelle les soins de support. Les soins de support, ce sont l'intervention de professionnels de santé qui viennent compléter les aspects médicaux. Ce sont évidemment les psychologues, les assistantes sociales, les personnes qui s'occupent de la prise en charge de la douleur, la douleur étant prise en charge sur un plan thérapeutique, et donc là ça concerne plus particulièrement les médecins, mais aussi non thérapeutiques, les soins de confort, par exemple l'installation des patients, certains soins que l'on va faire de façon à les mettre en place de façon, j'ai envie de dire, non douloureuse. C'est-à-dire qu'on va prévenir la douleur, donc on va prendre plus de temps, ou on va mettre des patchs antalgiques. Vous voyez, donc ça c'est à la limite le rôle propre, j'ai envie de dire, des infirmiers, c'est ça le soin de support, la prise en charge de la douleur. Tous les aspects nutritionnels, la prise en charge des soins palliatifs et éventuellement, mais aussi l'HAD, c'est-à-dire la prise en charge à domicile. Les obligations aussi qui nous sont faites, c'est d'avoir un suivi médical des enfants au travers d'un dossier que l'on appelle un dossier de liaison ou classeur de liaison, dans lequel les parents et les patients pourront retrouver leur prise en charge. Et c'est un dossier qui est vraiment important parce que c'est le lien entre l'extérieur et l'hôpital et les services spécialisés. Pour ce qui concerne les enfants, dans la circulaire de 2004, on parlait d'organiser le suivi des enfants. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand on est atteint d'un cancer, évidemment les thérapeutiques font que les enfants survivent de mieux en mieux. Et donc qu'est-ce qu'on fait après? La scolarité peut être perturbée, quel métier les personnes vont pouvoir exercer, etc. etc. Et donc le suivi à long terme, il faut maintenant qu'on l'organise parce qu'on a quelques améliorations à apporter. Et donc on retrouve dans le plan cancer, parce que chez nous nous sommes au 3e plan cancer, où il y a des recommandations qui sont des plans cancer qui durent 4 ans. Et donc nous avons des recommandations et dans le dernier plan cancer, le suivi à long terme, c'est un point sur lequel il faut qu'on s'améliore. Et comme je disais tout à l'heure, la dimension familiale et sociale est fondamentale, surtout en pédiatrie. C'est faciliter la communication avec les familles pour aussi que la prise en charge soit suivie à l'extérieur. C'est aussi faciliter l'hébergement des parents, parce que les enfants se retrouvent à l'hôpital, ils se retrouvent isolés. On a des petits bambins, ils ont envie d'avoir papa, maman ou les fratries. Donc comment faire en sorte pour accueillir les parents au plus près des services de soins. Donc nous on a un service qui est un peu vétuste, donc on a un petit peu de mal à permettre aux parents de coucher à proximité des enfants, mais on le fait, on s'organise pour. Mais il y a un établissement qui est à proximité de notre service, qui accueille les parents, justement, qui peuvent coucher sur une sorte d'hôtel, si vous voulez, qui est géré par une association.
Ce qui est très très important aussi, c'est de maintenir la scolarité des enfants. Quand un enfant a été scolarisé, il a un cancer, il ne faut pas tout arrêter. L'école, les instituteurs, les professeurs viennent dans le service pour poursuivre la scolarité des enfants. Il faut éviter les ruptures, la maladie étant déjà une rupture dans la vie, donc comment faire pour maintenir cette continuité? Et évidemment, pour les plus petits, mais quand même, c'est la mise en place d'activités et d'animations de loisirs. Donc nous avons des salles de jeu dans le service pour justement permettre aux enfants de s'évader et de penser à autre chose que leur maladie. Alors, pour revenir à l'aspect, nous travaillons beaucoup avec des associations qui sont des associations de parents qui sont reconnues par l'hôpital, reconnues d'utilité publique et avec lesquelles nous avons des échanges extrêmement fructueux, puisque lorsque les enfants ne sont plus hospitalisés, il y a des sorties qui sont organisées à la montagne, à la mer, etc. Et des professionnels de santé les accompagnent. Donc c'est toute une organisation, mais il y a eu un investissement des professionnels de santé aussi à l'extérieur de l'établissement, des services. Évidemment, alors ça c'est plutôt le domaine médical, mais la participation à la recherche, donc au niveau médical, elle est fondamentale, mais aussi pour les paramédicaux. Là aussi, c'est un aspect qu'il faut développer parce que on n'est pas très au fait, hein, mais on a des pistes d'amélioration aussi très, très précises. Évidemment, la participation au contrôle qualité, par exemple, pour ce qui concerne l'hématologie et les greffes de moelle, nous avons une certification particulière qui s'appelle la certification JACI, que nous devons respecter pour habiliter le service et reconnaître le service comme étant un service greffeur. Donc, rapidement, hein, l'organisation du service avec une unité de consultation, d'hospitalisation à temps partiel, une unité médicale avec des lits d'hospitalisation, dans laquelle nous trouvons une unité de soins intensifs, puisque nous faisons des greffes de moelle, donc avec un secteur stérile pour les greffes, la période où les enfants sont en aplasie, et un secteur protégé où les enfants sont en sortie d'aplasie et on va commencer à les préparer à la sortie vers le domicile. Alors là, c'est une très très grosse organisation sur le plan paramédical, médical aussi bien sûr, par rapport aux thérapeutiques, mais aussi par rapport à l'organisation des soins. Et donc le rôle du cadre est vraiment fondamental dans cette organisation, de circuits, etc. Les professionnels en cancérologie et en cancérologie pédiatrique sont des professionnels qui, comme je disais tout à l'heure, n'ont pas eu en formation initiale une formation spécifique, mais nous sommes obligés de leur proposer des formations continues, adaptées justement à cette spécialité. Et lorsqu'un jeune, enfin jeune ou pas jeune d'ailleurs, mais un nouvel arrivant prend ses fonctions, nous sommes dans l'obligation de les tutorer pendant au moins 4 semaines, de 4 à 6 semaines, en fonction de leur passé professionnel. Nous ne pouvons absolument pas les laisser prendre leurs fonctions sans avoir une période d'adaptation à l'emploi. Nous participons aussi à la formation des équipes de proximité. Je vous parlais tout à l'heure de réseau avec des établissements périphériques. Donc cette circulaire prévoit et nous demande de former les professionnels des autres établissements. Et là aussi, nous collaborons dans le même sens avec les autres centres qui reçoivent nos enfants, j'ai envie de dire, sans être possessif, mais quand même, pour des suites de cure. Les projets que nous avons là dans le service à court terme,
certains plus long terme et à court terme, c'est de réorganiser le parcours du patient. C'est-à-dire l'enfant a un cancer qui est détecté, il est vu en consultation, souvent il vient en hospitalisation de jour, en hospitalisation classique, et il revient régulièrement parce que le cancer est une pathologie chronique. Donc ce sont des patients qui viennent et reviennent et reviennent et reviennent jusqu'à ce qu'un jour ils puissent être guéris pour certains. Là aussi, je vous parlais de la consultation d'annonce et nous allons retravailler sur la consultation d'annonce parce que pour des paramédicaux, comme des médicaux, hein, je ne fais pas la différence, mais le médecin annonce le diagnostic avec une dimension thérapeutique, mais souvent les familles reviennent voir l'infirmière en disant est-ce que vous pouvez m'expliquer, le médecin m'a dit ça, mais j'ai pas bien compris, ou j'ai réfléchi, voilà, j'ai besoin de précision. Et donc, il n'est pas facile pour une infirmière de faire ces consultations d'annonce, parce qu'on a des familles extrêmement pressantes, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, les enfants non plus d'ailleurs, mais quand ils sont petits, j'ai envie de dire, là aussi, il faut donner l'information. Et quand ils sont ados, eh bien, les questions sont extrêmement compliquées. Donc les infirmières doivent être formés à cette consultation d'annonce parce que c'est épuisant moralement. Et c'est surtout que quelquefois, on ne sait pas non plus trop quoi dire. Et puis, travailler aussi sur la prise en charge de l'enfant greffé, puisque, comme je vous en parlais rapidement tout à l'heure, les greffes de moelle nécessitent une prise en charge très très spécifique et nous avons des jeunes infirmières, enfin des infirmières nouvellement recrutées et il faut vraiment retravailler avec elles sur cette prise en charge. Il faut environ 2 ans pour savoir bien traiter un enfant. Et donc forcément, quand on a des nouvelles personnes qui arrivent, eh bien on a une perte de savoir, hein, une perte de connaissances et donc une perte de compétences. Et c'est vraiment important de restructurer ces compétences justement et ces connaissances au travers de formations. C'est pour ça que là nous devons insister sur la prise en charge du patient greffé dans une logique de parcours patient et de consultation d'annonce. Voilà. Je vous remercie. Je suis à votre disposition pour les questions.